devront la rendre plus praticable. Nos reporters sont descendus sur les lieux, question de faire le constat. Et nous allons parler migration dans cette édition d'actualité avec cette arrestation de deux femmes, l'une de nationalité angolaise et l'autre de nationalité congolaise. Toutes deux sont accusées de faux usage de faux documents. Également dans ce journal, les éléments FDLR ont jusque fin décembre 2014 pour se rendre volontairement. Précision donnée ce mercredi au cours du point de presse hebdomadaire de la mission onusienne en RDC, une reddition qui est donc non négociable. L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Je vous le disais, le processus de reddition des FDLR étant en cours, ceux qui n'y s'y conformeront pas subiront la force de frappe des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est donc clair, il ne leur reste que 4 mois pour obtempérer. Reportage. Les éléments FDLR ont jusque fin décembre 2014 pour se rendre volontairement. Précision donnée par le point de presse hebdomadaire de la MONUSCO de ce mercredi 27 août. Le processus de reddition des FDLR étant en cours, ceux qui n'y feront pas subiront la force des frappes des FARDC. Il est donc clair qu'il leur reste 4 mois. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà de ceux qui sont dans le processus de reddition, il y en a qui ne sont pas dans le processus de reddition, qui continuent à recruter des enfants, qui continuent à mener des exactions contre les populations civiles. C'est à cela aussi que s'adresse le communiqué qui stipule de manière très claire que ces gens-là devraient être neutralisés pour éventuellement mettre fin à ces exactions-là. Un autre point évoqué, la situation de la fièvre hémorragique à virus Ebola apparue à Djera dans la province de l'Équateur. La MONUSCO affirme combattre cette épidémie aux côtés du gouvernement. Elle tient en plus à apaiser les Kinois sur cette question en rassurant que la partie atteinte se situe très loin de Kinshasa. Il n'y a aucune crainte que le virus arrive dans la capitale. Les cas sont apparus dans des localités à l'intérieur de la zone de santé de Boende, des localités qui sont enclavées. Il s'agit de localités Lokolia et Watikonge, des localités qui sont vraiment enclavées de la ville de Boende. Ils sont à 70 km et à 100 km de la cité de Boende. Et Boende, la cité elle-même se trouve à 600 km du chef-lieu de Mbandaka. Boende se trouve à 1200 km de Kinshasa. Et donc, compte tenu de la configuration de cette situation, il y a peu de crainte à ce que Kinshasa soit menacée. Par ailleurs, la MONUSCO confirme que la situation sécuritaire en général est sous contrôle. L'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo était l'invité du Premier ministre Augustin Matata Ponyo à la primature. Ce jour, les deux personnalités ont échangé sur le suivi des décisions qui ont été prises lors du sommet des leaders africains tenu à Washington sous les auspices du président américain Barack Obama. Un peu le point de la situation au pays. Mais cette fois, surtout, je voulais parler de notre sommet pour les leaders africains que le président Obama a organisé à Washington au début du mois d'août. Le président Kabila y est allé avec une forte délégation congolaise et j'ai évoqué avec le Premier ministre le suivi maintenant. Nous avons partagé même la conclusion que le Congo travaille déjà dans beaucoup de domaines qui ont été focalisés pendant le sommet, y compris les efforts dans le domaine de l'infrastructure, des réformes économiques, des efforts pour promouvoir l'agriculture et l'éducation. Et il nous faut continuer à travailler ensemble en partenariat afin de faire avancer ces dossiers. Et après l'ambassadeur des États-Unis, c'est le ministre d'État belge qui s'est entretenu avec Augustin Matata Ponyo au sujet de la modernisation du chemin de fer Kinshasa-Matadi. Et c'est donc le gouvernement belge qui a gagné le marché après l'appel d'offres lancé par le gouvernement congolais. Je vous propose de suivre ici Armand Deberker. Nous avons fait le point sur les quelques dossiers importants, notamment des matière d'infrastructure ou de transport, de chemin de fer, des grands dossiers qui sont importants pour l'avenir du Congo et où nous souhaitons apporter l'expertise de la Belgique. Vous savez, par exemple, le chemin de fer entre
Kinshasa et Matadi, ce sont les Belges qui ont construit ça au XIXe siècle. On se demande comment ils trouvaient l'énergie, les moyens et la force de faire des travaux d'une telle ampleur. Et aujourd'hui, le Congo souhaite remoderniser son réseau de chemin de fer et nous avons défendu la candidature d'un consortium belge autour du port d'Anvers et des chemins de fer belges. Et je crois que c'est un très très beau dossier, j'espère qu'il va aboutir. Et une autre réhabilitation ici sur Kinshasa, celle qui a déjà commencé, c'est celle donc de l'avenue Itimbiri dans la commune de Lemba. Il faudrait dire que c'est une artère qui relie 3 communes, Lemba, Matete et Ngaba. Presque un rond-point, cette avenue était devenue impraticable il y a peu, mais les travaux amorcés, il y a quelques bons trains sur cet endroit et nos reporters sont descendus sur les lieux, question de faire le constat. Terminus n'a pas besoin d'une grande publicité pour se faire connaître. Mais pour y sortir ou y entrer par Itimbiri, c'était pas aisé. Les contours en allant ou en venant des communes voisines Matete et Ngaba énervaient les usagers. Les riverains ne pouvaient que exprimer les désarrois. Le gouverneur de la ville, ayant entendu le cri de détresse, s'était voulu rassurant. Parole d'honneur, Itimbiri subit pour l'instant un coup de jouvence. Débarrassé des immondices, décapé, remblayé et même chargé de la couche de soutènement, le tronçon redonne le sourire. Coup de chapeau, vraiment, on est vraiment satisfait parce qu'il y a maintenant le véhicule qui passe, mais c'est que nous demandons aussi que le travail doit un peu être un peu rapide parce que bientôt c'est la saison pluvieuse. Si la saison nous surprenait ici, vraiment ça ne serait pas vraiment bien pour nous qui sommes les habitants d'ici parce que nos maisons seront inondées, mais pour le travail vraiment ça va. Mais nous implorons aussi l'électricité parce que si la route n'est pas électrifiée, vous savez le phénomène qui est à la une aujourd'hui c'est les Koulouna parce que ça ne sera pas bien. Ce sont les gens qui viennent d'en face là, ils viennent ici pour du camp, ils viennent ici pour détruire et prendre le caillasse pour vendre. On les avait chassés, mais vraiment c'est une bonne chose, c'était bien passé. Vraiment. Nous trouvons que l'OVD travaille mieux par rapport aux autres. La route était vraiment sérieusement abîmée, il n'y avait pas de passage, mais actuellement nous sommes satisfaits, nous sommes vraiment du quartier. Ça fait presque, moi je vis ici depuis 50 ans, j'ai presque 55 ans, donc actuellement il y a une nouvelle situation qui s'est améliorée. Ce que nous demandons à l'ingénieur, il y a un ingénieur que nous avions causé avec, qu'il fasse le nécessaire, qu'il y ait des caniveaux partout pour qu'il y ait un bon rendement, quoi. Cette réhabilitation est toute une opération de génie que l'Office de voirie et drainage compte, comme ses autres ouvrages, inscrire sur ses prouesses de modernisation de la voirie urbaine. Parlons encore modernisation des infrastructures. Des engins sont à contribution sur la route Matadi en plein élargissement et réhabilitation sur le tronçon compris entre l'Université pédagogique nationale et Matadi-Kibala. Une fois les travaux exécutés, la fluidité sera effective sur cette route. Déby Mwanda pour le reportage. Ce calvaire inévitable, être bloqué dans un embouteillage monstre, va perdre sa force. La solution est amorcée. Sous cette chaleur accablante, ces ouvriers de la société chinoise Grec 7 s'attellent aux travaux d'élargissement de l'avenue Route Matadi à hauteur du quartier Upen. Sous les yeux des curieux, ils construisent de caniveaux, aplanissent la surface sur tronçon compris entre Upen et le marché Matadi-Kibala. Dans exactement 4 mois, cette route pourra accueillir 2 bandes en lieu et place d'une seule. De travaux qui se déroulent sans couac et qui redonnent le sourire aux riverains. Depuis peine, tout ça là justement côté à Badiadi. Le tronçon Masikita-Upen a été déjà élargi. Ce projet prendra 2 ans. La première année, nous travaillons de l'Upen à Matadi-Kibala. L'autre année, de Matadi-Kibala jusqu'au niveau de Revoir Bakongo. Au revoir. Évolution Moussane Badosa Lango.
Les travaux se déroulent très bien. De Badiadingi jusqu'à Bukamikua, tout se passe bien. Il y avait trop d'embouteillages en avant. On sous-entend que avec le temps, c'est que cela pourra s'arranger et qu'on sera, il y aura une bonne circulation de ces côtés. Je mettrai en sorte que, à la fin de ces travaux, qu'il y ait un service pour l'entretien de ces routes, ça sera une bonne chose. Une fois les travaux achevés, l'on pourra réduire les embouteillages causés par l'étroitesse de cette avenue. Et sachez que c'est aujourd'hui que s'est ouvert ce mercredi donc à la troisième session mixte RDC-Rwanda où les experts des deux pays vont durant 6 jours tenter de circonscrire les limites de démarcation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour ainsi mettre fin au conflit territorial qui déchire les deux nations depuis belle lurette. Parlons à présent de cette arrestation d'une jeune fille de nationalité angolaise et une femme congolaise qui ont été saisies l'une à la frontière de Yema munies de faux cachets de la RDC, l'autre refoulée à partir d'Addis Abeba, qui se dirigeait donc vers la France accompagnée de 2 enfants. Elles détenaient des documents appartenant à autrui. Elles ont été remises entre les mains des autorités de la Direction générale de migration. Le visage baissé, l'air innocent, pourtant le fond du cœur plein de malice. Cette jeune fille d'origine angolaise, Dorcas Dianzenza, 18 ans, à la recherche d'enrichissement rapide, n'a pas hésité de se procurer divers cachets de la présidence de la République démocratique du Congo, de la 5e région militaire du Kasaï oriental, des universités et enseignements supérieurs, ainsi que des écoles primaires de la RDC pour certainement délivrer de faux documents à partir d'Angola. Prise à la frontière de Yemadingoyo dans le Bas-Congo par les agents de la DGM, son butin, 34 faux vrais cachets au total découverts dans une valise, ont été saisis. Et c'est grâce à la complicité de Mangola Eboko, alias Aigola, un élément de la police nationale congolaise, qu'elle a réussi à s'introduire en RDC. Confuse et honteuse d'avoir été prise la main dans le sac, Dorcas Dianzenza n'a eu que ses pouces à tourner et pas un seul mot à dire. Quant à Madame Luekakio Maëlé Antoinette, elle a été refoulée d'Addis Abeba en partance pour la France avec 2 enfants, imposteurs, détenteurs de titres de séjour français appartenant à autrui et pourtant porteurs de passeports ordinaires congolais. La compagnie d'aviation Ethiopian Airlines ayant saisi les documents des 2 filles de 13 ans et 16 ans chacune, Madame Luekakio fait son show à son arrivée à l'aéroport international de Njili. Elle refuse de descendre d'avion. Finalement, après avoir été extirpée de force de l'appareil, elle passe aux aveux et reconnaît que les cachets sortis aéroport Roissy-Charles de Gaulle et entrée DGM aéroport de Njili apposés sur leur passeport sont faux. Conclusion, Antoinette Luekakio tentait d'immigrer clandestinement avec des enfants mineurs, donc se livrer à un trafic d'êtres humains en complicité avec son amant, résidant à Paris. Elle a été mise à la disposition du service de migration congolais. Nous allons parler environnement. La coalition nationale de lutte contre l'exploitation illégale du bois a dénoncé hier la violation grave des textes légaux qui régissent le secteur suite à cette exploitation illégale par la société Terco dans la concession Talatina. La coalition parle ici de méfaits. Les forêts congolaises ne sont pas des biens sans maître. Pour s'y avoir lancé dans une exploitation illégale, la société Terco fait l'objet des poursuites judiciaires. Au chef d'accusation est également retenu la violation de la concession attribuée à Talatina. Tous les éléments à charge réunis poussent la coalition nationale de lutte contre l'exploitation illégale du bois à fixer l'opinion. Selon les investigations, Terco a exploité illégalement environ 189 grumes de Wenge dont la concession attribuée à Talatina depuis le 18 janvier 2004. Une cargaison blanchie à travers l'opération d'achat-vente en cours d'exportation vers la Chine par la société Omimex Acheteur, d'où ces cris d'alarme de la coalition. C'est quand même grave pour tous les efforts que le gouvernement fait pour essayer d'assainir le secteur. Et donc, évidemment, nous en appelons encore à plus de responsabilités pour que le ministère de l'Environnement puisse durcir encore un peu pour faire en sorte qu'effectivement les cas d'exploitation illégale
puisse être réduite ou réduit, et donc effectivement faire en sorte qu'aujourd'hui l'exploitation profite à l'État congolais, l'exploitation profite aux communautés locales et peuples autochtones. Un acte qualifié de crime écologique, d'autant plus qu'il accentue le réchauffement climatique, crime économique car il prive l'État congolais de ses ressources, et crime social puisque sans contrepartie, il empêche aux populations de jouir du fruit de leur espace. Situation qui préoccupe aussi bien le Fonds mondial pour la nature. Dans la région de Kwamou, tout devient très préoccupant parce que ce n'est pas la première fois pour nous de dénoncer cela. Hier, c'était le cas de la société Riba Congo qui est un des concessionnaires forestiers. Aujourd'hui, c'est le tour de Talatina. Il faudrait que l'État prenne encore ces mesures, qu'il y ait des sanctions appropriées à l'endroit des gens qui font l'exploitation illégale. Invitée à ces échanges, la Fédération industrielle du bois invite les deux protagonistes à se référer à la justice. Et les deux exploitants ont des problèmes, ils sont en conflit. Moi, je crois que tout ce que la Fédération des industriels du bois peut conseiller à ces deux exploitants, c'est de s'en référer à la justice. Et l'organe régulateur au sein du ministère de l'Environnement, la DCVI, n'a qu'à faire correctement son travail pour essayer de départager les deux protagonistes. Cette exploitation illégale est une illustration du sabotage des efforts déployés dans le processus de transparence, réforme de gestion des ressources dans les secteurs forestiers. Et nous allons lire ce communiqué de l'Observatoire des médias congolais au sujet de l'affaire Moukébaï de Congo News. L'OMEC fait savoir qu'elle a reçu en date du 4 août 2014 une plainte du sénateur François Kaniki Itouomé à charge du journaliste Mike Moukébaï Kosso, éditeur de Congo News, avec ampliation à plusieurs autorités et instances des médias, notamment le président de la République, le Premier ministre et le ministre de la Communication et Médias, les présidents du CESAC et de l'UNPC, ainsi que les directeurs des ONG, FFJ et GED, d'après le retour à Kinshasa du journaliste Mike Moukéba, alors que l'OMEC s'activait pour lui lancer une invitation en vue d'instruction du dossier. Il était surpris d'apprendre que le précité avait été arrêté à son domicile en date du jeudi 21 août 2014 et conformément au texte qui le régisse, l'OMEC ne peut instruire ou poursuivre l'instruction d'un dossier lorsque la justice, elle saisit. Donc l'instance d'autorégulation de la presse nationale saisit cette occasion pour rappeler à l'opinion que la manière la plus efficace de contribuer à l'amélioration des contenus de nos deux médias est de faire confiance à la police interne et de la corporation qui instruit à charge et à décharge et dont les sanctions, blâmes, suspensions temporaires ou définitives favorisent l'assainissement effectif du secteur. Un autre communiqué toujours à ce sujet, cette fois-ci de l'Union nationale de la presse congolaise, qui fait savoir que depuis un certain temps, il se remarque une certaine agitation dans l'affaire de la plainte du sénateur François Kaniki contre le journaliste Mike Moukébaï du journal RD Congo News. Il se remarque également que certaines ONG de défense de la liberté des journalistes se permettent de mobiliser des membres de la corporation journalistique pour descendre dans la rue, allant même jusqu'à troubler l'ordre public au motif de vouloir obtenir la mise en liberté du confrère Mike Moukébaï. En dépit de tous ces faits, l'UNPC, qui demeure donc particulièrement intéressé à la défense des journalistes, entend poursuivre encore d'autres démarches pour obtenir la liberté du journaliste. Direction la province de l'Équateur où le gouverneur de la contrée a présidé le Conseil provincial de sécurité pour statuer sur la crise qui sévit actuellement. Vous le savez, avec la réapparition du virus Ebola, il appelle la population à plus de solidarité, mais également au respect des règles d'hygiène. La correspondance de Pamafio Otenga. Au terme d'un séjour officiel à Kinshasa, le gouverneur Aïe Sébastien Ipeto Pengo a présidé tour à tour les conseils provinciaux de sécurité, le point de presse pour clôturer la journée avec les membres du comité de crise mis en place pour la maladie à virus Ebola. À travers toutes ces rencontres, le chef de l'exécutif provincial Aïe a annoncé à la population et à l'Union en général qu'à cause de l'épidémie d'Ebola déclarée au secteur de Djera, territoire de Bouende, district de la Tuapa, la province de l'Équateur devient sinistrée. Ainsi, Sébastien Ipeto appelle tout le monde à la
solidarité provinciale et à la stricte observance de toutes les mesures techniques, sécuritaires, pratiques et sanitaires prises pour lutter contre l'expansion de la maladie et mettre fin rapidement à son action sur le terrain. Sur ce, il a annoncé le cadrage de tous les aéroports et ports de l'Équateur qui, dès ce matin, doivent être équipés de dispositifs de détection par thermomètre laser du président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a rendu grand hommage au nom de la population de la province de l'Équateur. Il a annoncé en outre la prise en charge par l'hôpital général de référence le plus proche de tout cas suspect qui pourrait se déclarer à travers la province et instruit la commissaire provinciale en charge de l'EPSP de convoquer d'urgence ces services techniques pour de précaution à la veille de la rentrée scolaire avant de solliciter l'appui des organisations non gouvernementales pour s'associer aux efforts du gouvernement congolais. Et toujours à ce sujet, sachez que le gouvernement congolais vient de dépêcher un lot important de médicaments dans la province de l'Équateur où une délégation a également été dépêchée sur les lieux. À noter que les dernières statistiques font état à ce jour de 42 cas détectés, dont 6 confirmés, 13 cas probables et 23 suspects encore. Et dans le lot, 13 décès dans 500 du corps médical. Rendons-nous à présent dans le sud Kivu. Les habitants de la cité de Kamituga sont dans le noir. Voilà maintenant 2 mois. Une délégation est donc allé rencontrer le ministre provincial de l'énergie pour la relance de la centrale hydroélectrique de Mungombe. Ils en appellent également à l'implication du gouverneur de province. Les habitants de la cité de Kamituga demandent au gouvernement provincial du Sud Kivu de rétablir les courants électriques à travers la réhabilitation de la centrale de Mungombe. Ces habitants l'ont fait savoir au ministre provincial de l'énergie, Adalbert Amouri Moubalama, au cours d'une audience leur accordée dans la salle de réunion en la botte en commune d'Ibanda de la ville de Bukavu. Cette microcentrale ne fonctionne plus il y a cela 2 mois. Selon cette délégation, c'est la mauvaise gestion du comité de la microcentrale qui est à l'origine de son dysfonctionnement. Pour les responsables de la délégation Adenike Kisengaluke, le gouvernement provincial doit prendre des mesures qui s'imposent à l'encontre des gestionnaires de cette microcentrale, puisque cette centrale fournit du courant électrique à plus de 1000 habitants qui payent leurs factures et qui, à invisible, il manque de moyens pour sa maintenance. De son côté, le ministre provincial de l'énergie, Amour Moubalama, souligne que le gouvernement provincial avait fait une répartition des recettes de la centrale. Selon lui, 40% doivent revenir au paiement des agents, 40% pour la maintenance et 20% pour les trésors publics. Pour rappel, il y a de cela 2 mois que les habitants de la cité de Kamituga restent dans les noirs. Selon des sources sur place, cette absence du courant cause la mort de plusieurs enfants prématurés dans les hôpitaux de la place. Ainsi prend fin ce journal. Merci, vous êtes très nombreux à nous suivre à travers le monde. Je vous retrouve demain.